Et normalement, quand le pathogène est éliminé, ben, la majorité des cellules effectrices va mourir et il va rester un pool de cellules mémoire euh, qui est représenté ici. Et donc, finalement, c'est quoi une réponse antivirale optimale? C'est le lymphocyte T naïf qui reconnaît l'antigène présenté par les décès, qui s'active, s'expand, se différencie, acquiert des fonctions effectrices, hein, donc apparition de lymphocyte T effecteur et contraction de la réponse vers un lymphocyte T mémoire. Dans le cadre d'une réexposition à l'antigène, à ce moment-là, évidemment, le lymphocyte T mémoire il va réagir beaucoup plus vite, hein, comme dans la réponse mémoire, quelle qu'elle soit, avec activation, expansion, différenciation et très rapidement acquisition des fonctions effectrices. Donc ça, c'est la réponse antivirale optimale. Alors finalement, on a vu que un peu tous ces acteurs de la réponse antivirale, qui sont finalement les acteurs de la réponse immunitaire, quelle qu'en soit la cible, simplement, on peut comparer l'efficacité de telle ou telle réponse en fonction qu'il s'agit soit de virus libres circulants, soit de cellules infectées qui produisent du virus, soit pour des cellules qui intègrent le virus, de cellules qui ont intégré le virus. Alors, qu'est-ce qui est actif sur le virus libre? Les cytokines antivirales, hein, et en particulier l'interféron de type 1, les anticorps évidemment, les CTL non, hein, les CTL et les cellules NK ne vont pas du tout avoir d'activité contre le virus libre. On pourrait ajouter que le complément peut avoir dans certains cas une activité sur le virus libre, hein, puisqu'il y a des exemples où le complément est capable de neutraliser des virus. Inversement, s'il s'agit d'une cellule infectée qui produit des protéines virales, à ce moment-là, les cytokines antivirales et les anticorps vont avoir peu d'efficacité, et c'est essentiellement les cellules NK et les CTL qui vont avoir une efficacité potentielle sur les cellules infectées productrices de particules virales. Et très malheureusement, quand une cellule infectée a intégré le virus, mais qu'elle est silencieuse, là elle ne bouge pas, elle a du virus intégré, et puis à ce moment-là, elle est totalement invisible au système immunitaire. C'est-à-dire que ni les cytokines, ni les anticorps, ni les CTL, ni les cellules NK ne pourront finalement avoir un impact quelconque sur une cellule qui a intégré le virus. Et on va voir, on verra dans le dernier cours où je parlerai particulièrement du VIH, que c'est un gros problème et c'est vraiment un gros obstacle à l'éradication du virus, le fait que le réservoir qui est dans une cellule qui a intégré le virus et qui ne le produit pas, eh bien, il est totalement invisible au système immunitaire. Alors, évidemment, il y a plein de mécanismes d'échappement des virus aux réponses immunitaires, hein. D'ailleurs, on va le voir pour les virus, pour les bactéries. Les pathogènes s'arrangent toujours pour essayer d'échapper au système immunitaire. Donc, ils s'adaptent pour essayer d'échapper. Alors, comment ils s'adaptent? Ils peuvent avoir des variations antigéniques, hein. Vous le savez très bien pour le virus de la grippe. Vous savez que cette année, ça a été une catastrophe parce que, je ne sais pas, ils se sont mis dans la tête que c'était le même virus que l'année dernière. Donc, ils n'ont pas réadapté le vaccin. Et en fait, vous savez qu'il y a eu une épidémie de grippe qui a été assez sévère cette année parce que le virus n'était pas, le vaccin, pardon, n'était pas bien adapté au virus tel qu'il avait muté cette année. Donc là, vous avez un virus A. C'est sûr que s'il y a à peu près le même virus, eh ben, vous allez avoir une petite poussée avec des anticorps. Et puis après, quand il y a un virus B, ben, il faut complètement adapter la réponse anticorps. Les anticorps contre A ne sont pas efficaces contre B. Alors pour le VIH, c'est un peu pareil. Il y a une pression de sélection sur les anticorps neutralisants. Le virus il va évoluer
pour ne plus être reconnu par les anticorps neutralisants. Et puis il va aussi évoluer pour ne plus être reconnu par les CTL. Donc ça va donner des mutants au fur et à mesure du temps qui vont essayer d'échapper à la réponse immunitaire. On va parler des hépatites où il y a une compartimentalisation de la réponse. La réponse, des fois, elle n'est pas au bon endroit. Hein, le virus, s'il se réplique dans le foie et que vous avez de la réponse ailleurs, mais pas dans le foie, ça peut ne pas être particulièrement pertinent pour essayer de contenir l'infection virale. Et puis, il y a d'autres modèles, celui des herpès virus, où il y a bien de la réponse immunitaire qui contient en quelque sorte l'infection, mais l'infection reste latente. Et en plus, ces virus sont capables de moduler le complexe majeur d'histocompatibilité, ce qui fait que finalement, il y a des possibilités de réactivation virale. Donc, comme je vous le disais, les mécanismes d'échappement des virus au système immunitaire sont très divers. Il y a la résistance aux interférons, comme on a dit que c'était le cas dans le VHC. L'inhibition de la lyse par le complément pour le virus herpès, par exemple. La variation antigénique pour le virus de la grippe, les rhinovirus, le HIV, c'est ce qu'on vient de voir. Sachant que le VIH, il mute, là on a dit 65 fois, je ne suis pas sûre que ce soit exactement 65 fois, mais il mute beaucoup plus encore que le virus de la grippe. Et puis on va voir qu'il y a beaucoup de virus qui sont capables d'inhiber la présentation de l'antigène. La présentation de l'antigène, c'est fondamental pour induire une réponse adaptative. Si le virus empêche la présentation d'antigène, évidemment, vous allez avoir des réponses adaptatives qui vont être inefficaces. Enfin, il y a une interférence possible avec la fonction des cytokines. Par exemple, le BV, il induit la synthèse de quelque chose qui ressemble à l'IL-10 et donc à des capacités immunosuppressives. Alors, je vous rassure tout de suite, parce que je ne vais pas détailler cette diapositive. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des tas de façons d'inhiber la présentation d'antigènes par la voie MHC de classe 1. Hein, vous voyez que de nombreux virus en sont capables et que globalement, c'est soit en inhibant la synthèse des molécules HLA de classe 1, soit en inhibant le transporteur, soit en le retenant dans le Golgi. Enfin, tout est possible, hein, ou en augmentant l'endocytose des molécules HLA de classe 1. Enfin, tous les mécanismes possibles ont été mis en évidence pour inhiber la présentation de l'antigène par la voie MHC de classe 1. Et puis là, c'est quelques exemples d'interférences avec les fonctions des cytokines. Donc le plus connu, c'était le BV, dont un des produits viraux est un homologue de l'IL-10. Mais vous voyez qu'il y a différents virus ici qui sont soit des homologues, par exemple des TNF récepteurs, et du coup diminuent l'efficacité du TNF, hein, puisqu'il va se fixer en pensant que c'est son récepteur, soit inhiber l'IL-1, enfin. Donc c'est simplement des exemples hein, pour vous illustrer ce que je vous dis. Alors j'aurais voulu terminer le quart d'heure ou 20 minutes qui reste pour vous donner un exemple qui est celui de l'hépatite C. Alors l'hépatite C, finalement, elle peut évoluer sur plus de 30 ans. Au départ, le foie est normal, l'individu est contaminé par le virus de l'hépatite C, essentiellement par voie sanguine. Hein, ça a été beaucoup par transfusion à une époque, aussi par échange de seringues au cours de l'usage de drogue. Mais pas seulement, hein, aussi en sniffant de la cocaïne, hein, parce que le VHC il est très transmissible. Donc il suffit qu'il y ait des partages de paille ou de matériel pour sniffer pour que la personne s'infecte par le virus de l'hépatite C. Et puis maintenant on sait qu'il y a aussi pas mal de transmissions sexuelles du VHC, en particulier en tout cas lors de rapports homosexuels. Donc le foie il est normal, il y a une infection aiguë. L'infection aiguë, elle est ou non symptomatique. Et puis, on sait que ça évolue dans à peu près 80% des cas en infection chronique. Donc, on est là.
Il y a 20% des cas où ça guérit et 80% des cas, ça évolue vers une infection chronique. Donc la personne a une hépatite C chronique. On sait que dans l'histoire naturelle, la cirrhose se développe chez environ 20% des personnes qui ont une hépatite C chronique. Tout ça, ça évolue entre le moment où la personne est infectée et la cirrhose, environ 20 ans. Ça dépend des co-infections, d'usage d'alcool, enfin des cofacteurs. Et puis après, on sait que quand quelqu'un a une cirrhose liée au VHC, il y a un risque d'hépatocarcinome qui est de 1 à 4% par an. Donc vous voyez l'histoire naturelle de l'hépatite C. Alors le standard of care pour le traitement de l'hépatite C chronique, il a été très variable au cours du temps. C'est vrai que pendant des années, vous voyez depuis le début des années 90, on utilisait l'interféron alpha. Hein, encore une fois, l'interféron, ça marche contre les virus. On savait que l'interféron avait une efficacité sur le virus de l'hépatite C. Là, c'était des injections d'interféron. On faisait des injections d'interféron, un certain nombre d'unités, 3 fois par semaine. Donc ça, c'était interféron sol. Et vous voyez que ce qu'on appelle la Sustained Virologic Response, c'est la réponse virologique soutenue, c'est en fait la guérison. C'est l'individu qui guérit de son hépatite C. Parce que contrairement à l'hépatite B, le VHC est un virus qui ne s'intègre pas. Donc on peut guérir du VHC. Pour l'instant, les gens qui ont l'hépatite B chronique, on n'arrive pas à les guérir de l'hépatite B dans la majorité des cas. Parce que le virus s'intègre dans les hépatocytes. Hein, le virus de l'hépatite C ne s'intègre pas. Donc ceux qui ont plus de virus, alors ça dépend comment on le définit, avant on disait 6 mois après la fin du traitement, maintenant on dit 3 mois, enfin peu importe, ils sont considérés comme guéris. Donc vous voyez que dans les années 90, on guérissait moins de 10% des patients. Après on a rajouté de la ribavirine, qui avait un effet aussi immunomodulateur, qu'on ne comprend pas bien d'ailleurs, on a augmenté la réponse. Après, on a changé l'interféron, on a mis une forme pégylée qui avait une meilleure biodisponibilité, on a augmenté un peu les réponses. Mais on n'était qu'à 40-50% à peine. Et là sont arrivés des imiteurs de protéases du virus de l'hépatite C, puis plein de molécules, des antipolymérases, des antiprotéases contre la protéine, différentes protéases du VHC. Et maintenant, on est à guérir plus de 90% des cas d'hépatite C avec des triples combinaisons ou doubles combinaisons sans interféron. Mais finalement, toute cette période où on a traité les patients par l'interféron était intéressante parce qu'on a essayé de bien étudier les réponses. Hein, qu'est-ce qui faisait que quelqu'un guérissait ou guérissait pas de son hépatite C? Alors, c'est quoi les caractéristiques des réponses immunitaires anti-VHC? Idéalement, elles doivent être humorales et cellulaires, polyclonales et multispécifiques. Hein. C'est toujours pareil, il faut le maximum d'épitopes reconnus, donc la polyspécificité et la polyclonalité. Les anticorps anti-VHC reconnaissent des régions structurales et non structurales du virus, avec également des anticorps qui sont dirigés contre une région hypervariable, qui est la région E2, qui ont une capacité neutralisante. Les réponses cellulaires, elles sont à la fois CD4 et CD8. Et ce qui est important, c'est qu'il y a une compartimentalisation de la réponse immunitaire cellulaire au site majeur de la réplication virale. C'est-à-dire que souvent, on a eu des difficultés pour étudier les réponses immunitaires dans l'hépatite C, parce que finalement, les réponses immunitaires, elles sont surtout dans le foie. C'est là où le virus se réplique. Elle se réplique dans les hépatocytes. Donc il faut que la réponse immunitaire, finalement, elle soit dans le foie et pas vraiment ailleurs. Alors, si on poursuit sur les caractéristiques de ces réponses, on a vu que l'affection aiguë résulte en plus de 80% des cas en une infection chronique. Et finalement, alors qu'on voudrait des réponses immunitaires polyspécifiques, polyfonctionnelles, polyclonales, quand on cherche les réponses cellulaires anti-VHC, CD4 et CD8, chez les patients qui ont une hépatite C chronique, elles sont très faibles, voire indétectables. Donc clairement, dans l'hépatite C chronique, on n'arrive pas, on ne détecte pas
des bonnes réponses TCD4, TCD8 anti-VHC. Alors on sait que le VHC il peut se répliquer dans les cellules lymphoïdes et dans les cellules dendritiques. Et il y a eu pas mal de travaux qui suggèrent que le VHC pourrait induire des anomalies des réponses immunitaires, soit en bloquant la maturation des cellules dendritiques. Alors à ce moment-là, si la maturation est bloquée, bah évidemment, il y a une mauvaise présentation d'antigène. Il faut que l'ADC soit mature pour présenter l'antigène de façon optimale. Il a été aussi dit que le VHC induisait une dysfonction des lymphocytes TCD4 avec finalement un shift de TH1 vers TH2. Or, ce n'est pas des TH2 qui nous intéressent dans le VHC, hein, c'est une infection virale. Et là, en l'occurrence, qui risque de devenir, du fait de la persistance du VHC, une infection virale chronique. Donc, il nous faut bien, les anticorps, ils sont importants au début, mais il nous faut bien une réponse cellulaire pour essayer de diminuer la réplication du virus de l'hépatite C. Il a aussi été dit qu'il y avait de la production de cytokines immunosuppressives et d'une expansion de cellules T régulatrices.